Donc il est 14 heures. Nous allons démarrer cette conférence autour de la biodiversité des énergies renouvelables. Donc on a des intervenants de qualité aujourd'hui avec nous, présentés. Et on est donc animateur, une animatrice au bout de la table et moi-même de faire pour animer cette ronde. Alors, en introduction, on va juste peut-être pour vous dire un petit peu comment ça va se passer, même s'il n'y aura pas de... C'est une table ronde assez classique dans son déroulement. On voulait vous rappeler quelques éléments intéressants, des chiffres, le pourquoi du comment de la biodiversité, pourquoi on parle de biodiversité aujourd'hui. Est-ce que les ENR ont un impact et quel est cet impact? Quels sont les enjeux autour des énergies renouvelables? On a des experts en photovoltaïque, on a des experts en éolien notamment autour de la table. Donc on va un petit peu aborder un petit peu là tous ces sujets. Peut-être pour démarrer sur le contexte, je vais laisser Lorraine prendre la parole et puis on abordera ensuite des séries de questions et puis en toute fin de séance, s'il nous reste un peu de temps, on va essayer de timer ça. On vous laissera aussi la possibilité de poser quelques questions. Merci Antoine. Oui, donc effectivement, comme le rappelait Antoine, quelques éléments de contexte avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors juste pour rappeler quelques chiffres, l'Union européenne s'était fixé comme objectif d'augmenter de 40% la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique d'ici à 2030. La France, elle, s'est fixé comme objectif un objectif à atteindre de 33% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique. Donc on peut voir que ces dernières années, en tout cas, on a un développement, une accélération du développement des énergies renouvelables qui est désormais qui est inscrit dans notre stratégie française pour justement atténuer les effets du changement, les impacts du changement climatique. On a aussi dernièrement des lois qui sont sorties, alors on ne va pas toutes les citer, mais la loi climat et résilience, la loi d'accélération des énergies renouvelables en 2023, qui de fait accélère ce processus avec des mesures qui visent à la fois le développement des énergies renouvelables, mais aussi la protection, le maintien et la préservation des écosystèmes et de la biodiversité. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui est crucial et qui est au cœur de nos politiques et de nos politiques territoriales. Effectivement, donc aujourd'hui, il y a vraiment un vrai enjeu d'assurer la protection de tous ces écosystèmes, tout en répondant aux questions et aux effets du réchauffement climatique. Alors, il y a un élément aussi que Lorraine citait, la loi pour les accélérations des énergies renouvelables de mars 2023, qui, dans son texte, disait qu'en mars 2024 devait être créé un observatoire de la biodiversité des énergies renouvelables. Alors, l'observatoire, il y a un décret qui est sorti il y a quelques jours pour lancer cet observatoire. Alors, aujourd'hui, il n'a pas encore on va dire, de vraie existence opérationnelle. Néanmoins, c'est un axe fort. En tout cas, c'est un joli engagement qui est pris dans les missions de cet observatoire. L'idée, c'est de pouvoir améliorer l'état de la connaissance sur ce sujet et d'aller regarder aussi l'efficacité que les actions qui vont être prises pour soit la réduction, la compensation ou la minimisation de certains impacts. En gros, quelle efficacité est-ce que ces actions vont avoir dans la réalité des choses. Si on regarde aussi un tout petit peu, pour terminer le contexte, sur les menaces aujourd'hui qui pèsent sur la biodiversité, il y en a 5 que l'on admet de manière assez classique. Le premier, c'est l'artificialisation. Donc l'artificialisation, évidemment, un projet ENR, on en parlera un petit peu, peut avoir des impacts sur ce sujet-là. Donc comment est-ce qu'on fait? Le deuxième, c'est la surexploitation des ressources. Donc bon, on peut évidemment penser aux matériaux premiers qui sont utilisés pour les énergies. On peut penser aussi au bois énergie, du coup, qui peuvent engendrer cette surexploitation. On parle ensuite du changement climatique dans les menaces pour la biodiversité. Changement climatique, pour le coup, les énergies sont plutôt un aspect, on va dire, positif, qui viennent amoindrir ce changement climatique. Et enfin, les deux autres grandes menaces, on parle de pollution et d'espèces invasives. Donc là, il y a un petit peu moins de lien avec notre sujet aujourd'hui. Mais voilà, c'était juste pour vous rappeler ça. Et je vais redonner la parole à Lorraine pour vous présenter très vite les intervenants qui pourront
qui pourront bien sûr après redire un mot sur qui ils sont et ce qu'ils font. Voilà, donc effectivement, on a Chris Merel, donc directeur chez Enedis, donc gestionnaire Réseau France. Nicolas Hott, donc voilà, juste à côté, directeur développement chez Elmi. Donc c'est un groupe qui travaille sur le producteur de panneaux photovoltaïques et puis agrégateur d'énergie renouvelable. Émilie Douté, directrice environnement chez Boralex, donc qui est un groupe leader en matière de outre-Atlantique et premier producteur indépendant éolien en France. Robin Dixon, donc chargé de mission environnement chez France Renouvelable. Voilà, donc c'est une association qui comprend 350 membres, je crois. Voilà. Ah oui, c'est bon, vous avez donc voilà, donc après cette petite présentation, on a deux grands temps de questions. Donc la première question qu'on souhaitait vous poser, c'était donc on a effectivement vous travaillez donc autour de cette notion de biodiversité et d'énergie renouvelable. Vous vous engagez dans des démarches globales de transformation, comme des entreprises à mission, où vous mettez en place aussi des solutions techniques innovantes où vous vous appuyez sur les forces vives du territoire. Donc la première question qu'on voulait vous poser, c'était justement cette notion d'entreprise à mission. Comment ça se représente chez vous et comment ça se matérialise dans votre travail au quotidien sur le développement des énergies renouvelables. Alors, je vais poser la question à Nicolas et Chris Merel. Je commence. Ça marche. Oh, ça a l'air de marcher. Ok, oui. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Alors, entreprise à mission. Donc, Enedis, juste en deux mots, on assure la distribution de l'électricité en France sur 95% du territoire, le reste étant géré par des entreprises locales de distribution. On gère un réseau qui ne nous appartient pas. Nous sommes concessionnaires. Le réseau appartient aux communes et donc aux citoyens quelque part. C'est 1 400 000 km de réseau électrique, la moitié à peu près est enfouie. Donc en fait, 1 400 000 km de réseau, juste pour avoir un ordre de grandeur. L'ensemble de nos routes, des routes communales jusqu'aux autoroutes, c'est 1 million de kilomètres. Donc le réseau, il est un peu partout, il interconnecte les maisons, les sites de production, et il est le lien utile et indispensable pour le bon fonctionnement du système électrique. On a besoin de deux choses pour le système électrique, c'est de la production. Donc là, j'ai quelques producteurs à côté de moi. Et puis après, un réseau pour distribuer partout et dans chaque recoin du pays cette électricité qui est produite. Entreprise à mission. Donc effectivement, on est passé à l'été entreprise à mission. On est le premier grand énergéticien à acquérir à devenir entreprise à mission. C'est quelque part, c'est un peu une continuité. On est un des services publics importants au travers de cette interconnexion entre l'ensemble de nos foyers et puis de nos sites de production. Et donc, quelque part, on avait déjà une obligation d'être au service de la société. Et ce qui était vu comme hier au service dans le sens amener l'énergie, s'étend plus largement aujourd'hui parce qu'on est un des contributeurs de la transition écologique, pas le seul certes, mais un contributeur qui a son importance et qui l'aura de plus en plus avec l'électrification des usages. Et donc quelque part, ça nous oblige. Devenir entreprise à mission, ça nous oblige encore plus. C'est-à-dire que non seulement on doit avoir cette mission de raccorder, d'être innovant aussi, et puis de le faire avec l'impact sociétal le meilleur possible. Donc c'est pour nous, c'est une transformation dans la continuité pour évoluer vers un monde qui soit le plus vertueux possible. Et je crois que c'est vraiment le sens de ce passage en entreprise à mission. Et donc, c'est nous pousser encore, nous, avec le regard externe du comité de mission, des parties prenantes, de nous pousser à aller encore plus loin dans cette mission de service public et puis dans ce raccordement le plus, comme je l'ai dit, le plus vertueux possible.
Alors, côté Elmi, vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Ouais, donc, côté Elmi, juste pour rappeler dans la présentation, effectivement, on est un petit énergéticien, donc présent sur le développement de production renouvelable, agrégateur et fournisseur à des consommateurs finaux, B2C et B2B. Donc, on est effectivement entreprise à mission depuis 2024. Donc, pour être transparent, on a encore notre comité de mission à mettre en place, mais formellement, dans nos statuts, on a mis en place 5 objectifs statutaires d'entreprise à mission. Et ce que ça apporte, je dirais, à la fois rien de plus par rapport à ce qu'il y avait avant, mais quand même un peu plus. Rien de plus parce qu'on avait déjà côté Elmi cette culture de dire notre activité au sein de cette entreprise et l'impact de cette entreprise ne doit pas se résumer au chiffre d'affaires, à la rentabilité qui est réalisée à la fin, mais à quelle est sa contribution en tant qu'acteur social dans la société et quelle est sa contribution aussi dans la transition énergétique, mais dans ce qui est aussi autour de la transition énergétique. Et dans le cadre d'un travail collectif qui a été vraiment fait avec l'ensemble de l'entreprise, on a matérialisé le rôle d'entreprise à mission d'Elmi par notre raison d'être, qui est fédérer avec audace les énergies pour une transition écologique juste. Donc déjà deux points. On ne se résume pas à la transition énergétique. La transition énergétique, c'est un des éléments. Il y a la crise climatique, mais il y a la crise écologique qui est plus globale. Et on se doit d'inscrire l'ensemble de ces transitions dans l'enjeu de la transition écologique globale. Donc c'est cette perception de se dire, j'ai certes mon rôle, mais il peut y avoir des effets collatéraux que je dois prendre en compte. Et il y a cet enjeu aussi de transition écologique juste, en disant, voilà, ça doit être juste pour les enjeux, pour la nature, la biodiversité, on en parlera, mais aussi pour les territoires, les femmes et les hommes, parce que je suis un acteur qui intervient dans une société constituée de femmes et d'hommes. Donc cette culture, on l'avait déjà, et ce travail d'entreprise à mission nous a permis vraiment de le formaliser, mais également quand même de l'ancrer dans nos statuts. Et c'est le sens, effectivement, avec la mise en place de ce comité de mission, de se dire, voilà, dans la durée et aussi dans la qualité de ce qu'on rend par rapport à nos objectifs d'entreprise à mission, il va falloir qu'on s'améliore, qu'on soit toujours mieux et surtout qu'on ne dévie pas. Donc c'est là où ça va nous permettre effectivement d'aller encore plus loin par rapport à la démarche qui avait été déjà quelque part un peu naturelle et innée dans la construction d'Elmi. Merci. Alors une autre question, un peu plus, on va dire, un peu plus ciblée sur les aspects. Alors si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, sur les aspects réglementaires. Aujourd'hui, on a un certain nombre de réglementations qui nous incombent quand on fait un projet de développement d'énergie renouvelable, des études d'impact, etc. Comment vous prenez en compte ces études d'impact et est-ce que l'on doit aller plus loin dans la déclinaison réglementaire de ces études au cœur de vos projets? Je pose la question à Émilie Douté. Oui, bonjour. Peut-être présenter un petit peu Boralex. Effectivement, c'est un producteur d'électricité et un acteur majeur dans les énergies renouvelables, donc principalement dans l'éolien, mais également le photovoltaïque et les unités de stockage. En France, on est présent depuis plus de 20 ans, avec un maillage territorial assez fort, puisqu'on a aujourd'hui 80 sites éoliens solaires et unités de stockage, et un certain nombre de bureaux et de bases de maintenance au plus près des territoires. Donc effectivement, nous ne sommes pas entreprise à mission, mais par contre, on se donne également cette responsabilité d'aller plus loin que juste de produire de l'énergie renouvelable. Donc c'est aussi quelque chose qui est au cœur de notre stratégie et de notre ADN, je dirais. Donc voilà, on se doit aussi de produire une énergie qui est durable, pérenne et respectueuse de la biodiversité. Donc la biodiversité est vraiment inscrite dans notre stratégie. Elle se concrétise aussi par une mission environnementale et est inscrite aussi dans le cadre de notre démarche de responsabilité sociétale d'entreprise. Donc, quand on parlait de la réglementation en France est très stricte déjà et nous impose un certain nombre de règles pour assurer la préservation de la biodiversité. Mais du fait de cet engagement, effectivement, on essaie toujours d'aller au-delà de la réglementation, au-delà des standards. Et c'est pour ça qu'on s'est aussi fixé le slogan au-delà des énergies renouvelables. Et on essaie d'œuvrer, en tout cas au quotidien, pour
préserver au mieux la biodiversité et développer des projets de qualité qui intègrent ces aspects-là vraiment à tous les stades de l'entreprise, puisqu'on est présent sur toute la chaîne de valeur. Donc on a aussi l'opportunité d'intervenir sur toute la chaîne de valeur. Et ce qui est intéressant, le fait d'être présent du développement jusqu'à l'exploitation en passant par la construction, c'est qu'on peut faire bénéficier aussi de notre retour d'expérience sur le terrain. On va pouvoir faire bénéficier aussi le développement de projets. Donc on va intégrer vraiment tout notre retour d'expérience, les mesures d'efficacité qu'on peut mettre en place sur nos mesures environnementales, et on peut les prendre en compte directement quand on développe un projet. Et ça, c'est vrai que c'est très, très intéressant et ça permet d'augmenter la qualité des projets. Donc effectivement, la réglementation, c'est un minimum. On essaie toujours d'aller au-delà dans notre façon de faire, dans nos décisions. Merci. Et justement, par rapport à ça, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites concrètement pour protéger la biodiversité dans le cadre de vos projets? Comment vous faites pour aller plus loin? Quelles solutions vous mettez en place? Oui, alors ça c'est un petit peu notre moteur principal, c'est l'action. On est beaucoup dans l'action. Bon, il y a un socle de base, comme je disais, c'est ce qu'on appelle la séquence ERC, qui est assez commun pour tout projet d'aménagement. C'est éviter, réduire, compenser. Et on essaiera toujours d'éviter les impacts avant de les réduire et de les compenser. Donc ça, c'est le socle de base. Donc effectivement, le fait d'intervenir sur toutes les chaînes de valeur, ça nous permet de mettre des actions en place. Donc on peut imaginer, en phase développement, c'est de travailler sur la conception, avec le retour d'expérience aussi qu'on peut avoir de nos projets. Donc faire attention aux couloirs migratoires, prendre en compte aussi le choix des turbines, enfin des éoliennes, puisqu'on a beaucoup d'éoliens, mais aussi des installations ENR. Prendre en compte la sensibilité du site. Donc il y a des études environnementales qui sont faites également par des bureaux d'études qui nous apportent de l'information quantitative et qualitative. En construction, souvent, ça va être aussi de réduire l'impact sur les habitats en travaillant sur les calendriers de chantier, en évitant les périodes de reproduction, par exemple, en balisant les zones sensibles. Et en phase d'exploitation, on est aussi beaucoup soumis à des suivis, mais parfois on va bien au-delà de vraiment faire des états des lieux écologiques aussi une fois que le parc est mis en service ou le site d'exploitation est mis en service. On a des études qui sont très très poussées aujourd'hui, de plus en plus poussées avec des écologues qui nous permettent d'avoir vraiment une connaissance précise des impacts de notre installation et savoir si nos mesures telles que définies dans le projet en développement est efficace et s'il a lieu de mettre en place des mesures complémentaires. Et aujourd'hui, on a un panel de mesures qu'on peut mettre en place, notamment pour l'éolien, des systèmes de bridage. On va venir arrêter les éoliennes en cas de période de risque. Et on sait qu'il va y avoir beaucoup d'activités, par exemple de chauves-souris, et bien on arrête les éoliennes. On peut ainsi mettre en place des mesures très très concrètes. Donc ça, je dirais que c'est le standard, c'est la base. Et c'est des choses qui sont aujourd'hui assez standards dans nos projets. Là où Boralex a souhaité aller plus loin et s'engager et investir énormément, c'est dans l'innovation. Et là, on se rend compte qu'effectivement, ça ouvre une voie à des mesures qu'on n'avait pas imaginées jusque-là et des mesures qui sont très très intéressantes parce que elles permettent à la fois de mieux protéger la biodiversité et également de pouvoir aussi laisser les machines tourner ou laisser produire le parc éolien ou les sites ENR. Et voilà, c'est des innovations. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, avec l'intelligence artificielle, on a aujourd'hui des solutions qui sont disponibles sur le marché et qui évoluent très très vite. Donc nous, on a décidé de s'investir assez tôt sur ces solutions. On a été, je pense, précurseurs sur ces solutions technologiques, notamment ce qu'on appelle les systèmes de détection avifaune. Donc c'est des systèmes par caméra ou par radar qui permettent de détecter les espèces cibles à protéger suffisamment tôt pour permettre d'arrêter les machines. Alors je parle pour l'éolien. Et ainsi protéger d'un risque de collision. Donc il y a beaucoup de nouveaux entrants aussi sur le marché en France. Et ce qui manquait aussi, c'est de pouvoir évaluer ces systèmes sur la base de protocoles d'évaluation robustes. Et c'est en ça qu'on a mis en place ces protocoles, et notamment en concertation avec les services de la DREAL et les services spécialisés de l'administration pour travailler sur ce protocole. Et on a pu ainsi tester des nouveaux systèmes
par des bureaux d'études extérieurs. Donc on a été les premiers à tester par exemple un nouveau système qui vient des États-Unis qui s'appelle Identiflight et qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle, ce qui permet de détecter l'espèce, donc qui apporte énormément de positifs dans la performance du système. Et on travaille également, on a été les premiers à installer le système Bioseco, qui est un système polonais qui est arrivé aussi il y a quelques temps sur le marché, qui est très intéressant. Et donc on a mandaté des bureaux d'études pour tester ces systèmes. Et ça a donné des résultats vraiment très intéressants en termes de performance et de réduction du risque de collision, avec vraiment des réductions notables. Et on a réussi à travers ces tests à avoir l'autorisation par l'administration. Donc ils ont été très exigeants sur le protocole, mais en tout cas voilà, ça nous a permis de mettre en place ces systèmes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'opérateurs qui mettent en place ces systèmes. Il y a une reconnaissance administrative aussi aujourd'hui qui est là, qui reconnaît la performance de ces systèmes, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps. Et donc on fait évoluer, et on est très content d'avoir fait évoluer aussi la connaissance dans ce domaine-là. Aujourd'hui, il y a des nouveaux entrants encore, donc on peut espérer que les technologies évoluent encore de manière satisfaisante. Et voilà, c'est vraiment dans l'ADN de Boralex, en tout cas, de travailler là-dessus, parce que c'est quand même des gros investissements. Pour vous donner un exemple, nous, depuis 2022, on dédie quasi 1 million d'euros dans ce type de projet. Donc, on prend des risques parfois, c'est-à-dire parfois il y a des systèmes malheureusement qui ne marchent pas. Mais voilà, c'est aussi le jeu et c'est aussi la volonté qu'on veut se donner de contribuer à l'amélioration des performances de ces systèmes. Donc ces systèmes d'innovation, c'est intéressant parce que effectivement, c'est mieux préserver la biodiversité, parce qu'avec le changement climatique, on en parlait tout à l'heure, on voit des changements aussi au niveau du comportement des espèces. On a de plus en plus d'hivernants, par exemple, au niveau de l'activité des chauves-souris. On voit aussi beaucoup d'activités, même en septembre, même en nuit, la nuit, parce que on a des températures et des pics de canicule maintenant assez inattendus sur cette période. Et donc, on croit vraiment que le bridage dynamique avec ces nouvelles solutions est vraiment aussi une solution qui va nous permettre de gérer les changements climatiques. Et je finis juste sur le deuxième apport de l'innovation, c'est qu'effectivement l'idée c'est plutôt que d'arrêter les machines pour protéger la biodiversité, c'est vraiment arrêter les machines quand il y a un risque, quand il y a l'activité, et donc de détecter l'activité et d'arrêter. Ça permet aussi d'optimiser le productible, et le productible c'est important parce qu'on a parlé tout à l'heure que le changement climatique c'était une des causes majeures de la disparition de la biodiversité, de sa dégradation. Et le fait de produire de l'énergie verte, c'est aussi lutter contre le changement climatique et protéger la biodiversité. Donc ça, c'est important d'investir dans ces solutions. Là, c'est un exemple qui va un peu au-delà de la réglementation. Est-ce que, je sais que, je crois savoir en tout cas que Boralex fait partie de l'association France Renouvelable. Et du coup, j'ai envie de poser aussi la question à Robin Dixon, qui est de savoir finalement cette réglementation, ok, elle existe, on en a besoin a priori, mais pareil, comment on fait pour aller au-delà ? Oui, alors Émilie a été très complète sur l'aspect réglementation. C'est vrai qu'on a pour les projets ENR à la fois une étude d'impact environnemental avant le projet pour s'assurer, déjà connaître le terrain sur lequel on s'installe et faire en sorte que les impacts soient au mieux évités, réduits et compensés si besoin. On peut aller aussi au-delà avec des mesures d'accompagnement ou voire même parfois des mesures de renaturation. Et puis on a donc des suivis en phase d'exploitation des parcs d'énergie renouvelable, autant pour l'éolien que pour le photovoltaïque, afin de s'assurer que l'impact qui était prévu lors de la conception du parc ou de la centrale se maintient ou diminue, au mieux. Si jamais il augmente, de faire en sorte que les mesures soient adaptées par débridage, par tout un tas de mesures qui peuvent être mises en place en phase d'exploitation pour réduire cet impact. Et avec tout ça, on va déjà très loin, puisque la séquence ERC impose une absence de perte nette de biodiversité, voire un gain net. Et nous, ce qu'on porte chez France Renouvelable, donc France Renouvelable, où on est 360 sociétés membres, développeurs, exploitants, bureaux d'études, investisseurs, constructeurs, enfin l'ensemble de la chaîne de valeur des énergies renouvelables électriques. Nous, ce qu'on porte, c'est vraiment une approche qui est à la fois exigeante et proportionnée.
Exigeante parce que on ne peut pas dire qu'on aide le climat sans aider la biodiversité, donc il faut qu'on soit déjà exigeant avec nous-mêmes de ce côté-là. Et il faut aussi profiter d'être une filière qui est jeune pour faire les choses bien dès le début. Quand on voit les ravages qui ont été causés par d'autres filières, industrielles ou non, on ne peut pas reproduire ces erreurs du passé. Et puis proportionné parce qu'on ne peut pas non plus faire payer aux ENR toutes ces erreurs du passé. Je pense notamment, en ce moment, il y a un grand débat public sur la mer et sur les futurs parcs éoliens offshore. Et on a l'impression qu'à entendre certaines personnes, les parcs éoliens en mer vont complètement ravager les océans, alors que qui sont aujourd'hui un milieu où il n'y aurait aucune activité humaine, alors qu'on a eu des décennies de pêche, de transport maritime, de câbles en tout genre qui parcourent tous les fonds marins, et les éoliennes en mer ne vont pas venir causer un cataclysme derrière. Et ça, c'est la science qui le dit. Je vous invite notamment à lire une petite publication sur le site internet qui a été réalisé par le laboratoire France Énergie Marine, qui recense un petit peu les effets de l'éolien en mer sur l'environnement. Donc, on ne peut pas faire payer aux ENR ces erreurs du passé, on ne peut pas non plus leur attribuer tous les maux, ce qui nécessite donc d'avoir une approche qui est à la fois exigeante et proportionnée. Et en même temps, faire des ENR simplement, être producteur d'ENR, ne suffit pas en soi à être vertueux. Donc c'est pour ça que des approches comme celle de Elmi ou Boralex sont intéressantes, parce qu'ils vont au-delà de la simple production d'énergie renouvelable. Et ils investissent beaucoup. À l'échelle de la filière entière, on estime que plusieurs dizaines de millions d'euros sont investis chaque année dans la connaissance de la biodiversité. C'est comme si on avait un laboratoire de recherche sur fonds privés qui aidait vraiment à connaître précisément la biodiversité au niveau local. Et au-delà de ça, comment faire pour aller plus loin ? Il y a aussi besoin d'une mobilisation des pouvoirs publics, parce que on a de plus en plus de demandes en termes de connaissance de la biodiversité. Il faut se demander si ces demandes elles sont justifiées. Est-ce qu'elles sont aussi demandées aux autres projets d'aménagement ? Est-ce que quand on réalise des autoroutes qui ne sont pas forcément nécessaires, quand on réalise tout un tas de projets qui ne sont pas forcément vertueux, est-ce qu'ils ont les mêmes exigences que nous ? Ce n'est pas forcément le cas. Donc c'est un peu un sentiment d'injustice parfois. Et puis, on a besoin que toutes les données qu'on peut produire, elles soient utilisées. Aujourd'hui, on dépose des quantités qui sont faramineuses de données sur la biodiversité qui ne sont pas forcément traitées comme elles le devraient. Elles sont toutes sur une plateforme, mais aujourd'hui, les pouvoirs publics ne s'en servent pas. Et c'est dommage, ça nous permettrait de savoir quels sont nos impacts réellement. Et donc, on a besoin de sortir de ce raisonnement en silo, de se dire, on a un impact on a une mortalité sur un oiseau, vite, il faut faire le branle-bas de combat pour tout remettre à zéro. Il y a peut-être besoin d'avoir un raisonnement un peu plus global sur où peuvent être affectés les financements pour des actions qui sont un peu plus utiles. Donc au final, on a peu d'industries qui consacrent autant de temps, d'énergie, de moyens, de personnel à la biodiversité que la nôtre. Donc c'est une fierté, je pense, pour ceux qui sont à côté de moi aujourd'hui. Mais voilà, c'est aussi aux autres industries de s'en saisir, et au pouvoir public aussi de s'en saisir. Oui, il faut que l'exigence soit partagée, on est d'accord. Après, les énergies ont leur part de responsabilité, et donc là, on est là justement pour citer quelques exemples de solutions qui vont un peu au-delà de ce qui est réglementaire. On a abordé la question de l'éolien avec le bridage pour éviter justement les chocs avec certains oiseaux. Si on regarde une autre solution que vous connaissez bien, Nicolas, qui est celui du photovoltaïque, est-ce que sur cette technologie-là, là, c'est peut-être moins clair, on se dit les impacts sur la biodiversité, donc comment on les mesure et du coup quelles sont-elles, et puis derrière c'est quelles solutions vous mettez en place, ou on peut mettre en place pour aller les diminuer au maximum, voire complètement. Je voudrais peut-être juste avant revenir un peu sur... on parle beaucoup d'impact environnemental. On fait d'ailleurs des études d'impact environnemental quand on développe des projets au-delà d'une certaine taille. On parle de contraintes environnementales. En fait, biodiversité et énergie renouvelable, c'est les deux alliés qui sont face à une même bataille. Et ça, ce n'est pas une question politique, c'est très bien documenté par le GIEC et l'IPBES. Le GIEC et l'IPBES avaient publié un rapport en 2020 de mémoire qui montrait, et le Haut Conseil pour le climat en France l'a rappelé,
Le climat, la biodiversité a besoin effectivement qu'on lutte contre le changement climatique pour être sauvé. Comme ça a été rappelé, c'est l'une des 5 principales menaces qui pèsent sur elle. Mais inversement, le climat a aussi besoin de la biodiversité pour résoudre ce problème. Et d'ailleurs, dans le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, publié l'année dernière, dans les 5 premiers leviers de décarbonation à l'horizon 2030, qui constituent à peu près la moitié du potentiel de réduction, il y en a 2 sont les énergies renouvelables, l'éolien et le photovoltaïque. Donc on est bien positionné, Boralex et Elmi. Les 3 autres, en fait, ce sont des leviers liés à la biodiversité. L'arrêt du changement d'affectation des sols, l'augmentation du stockage carbone dans l'agriculture par changement des pratiques agricoles et la restauration de la biodiversité et l'accroissement des forêts. Donc on est vraiment dans une logique, on a des différents leviers et on a différents alliés, on va dire les différents bataillons d'une même armée si on veut prendre un langage militaire. Et donc par rapport à la question qui a été posée, effectivement dans le photovoltaïque, nous côté Elmi, notre démarche ça a été de dire on a ce constat aussi scientifique, c'est pour ça qu'effectivement la réglementation doit être respectée, c'est une évidence, mais il faut aussi regarder la réalité de ce que nous dit la science, la réalité des terrains. On a ce constat scientifique et quelque part dans le photovoltaïque, quand on regarde, il n'y a pas d'impact, entre guillemets, en termes de fonctionnement. Dans l'éolien, on a effectivement des pales qui tournent, qui sont la principale cause, et même l'essentiel des causes d'impact potentiel sur la biodiversité. Dans le photovoltaïque, c'est la façon dont on l'implante. Et donc, c'est trouver le bon chemin de développement du photovoltaïque. Donc, nous, côté Elmi, dans ce qu'on a prévu de déployer, on a déjà un choix qui est de dire déjà allons sur tous les terrains artificialisés, les toitures, les ombrières. Le potentiel est très important, souvent contrairement à ce que parfois on entend dire. Il y a récemment un outil développé par Citelia à l'IGN qui montre que si on prend les toitures avec un ensoleillement supérieur à 1200 kWh par kW crête, on peut installer 230 GW crête en France. Avec les parkings, on rajoute à peu près 20 à 30 GW crête. Pour rappel, on a à peu près, si on solarisait toutes les toitures de France, on aurait 2000 à 2500 gigawatts crête. Donc c'est qu'une toute petite partie, en utilisant qu'une petite partie des toits, déjà là on a une solution. Les ombrières, c'est pareil, au-delà du bénéfice sur les enjeux d'îlots de chaleur. Et sur la partie effectivement centrale au sol, sur laquelle on est aussi présent, on a publié l'année dernière, on a fait une mention effectivement d'une charte qu'on a mis en place qui essaye de définir des règles pour aller au-delà. Et par rapport à ces règles, l'important, c'est pas de se référer forcément à l'administratif, mais de se référer à la réalité du terrain. Par exemple, on vise effectivement des terrains dégradés. Il peut y avoir des terrains dégradés où, sur une partie, la nature a repris ses droits. Même si réglementairement parlant, c'est considéré comme un terrain dégradé, dans notre charte, on va dire on ne va pas y aller, on va regarder la réalité. Si effectivement la nature de la forêt est réapparue ou si une zone humide est réapparue, même si le site est estampillé dégradé, on limitera la présence du site, de la centrale, si on peut la mettre. Et à l'inverse, on peut avoir des terrains qui sont pas qualifié de dégradé, mais sur lequel effectivement on va constater que sur des parties, il y a des parties qui sont dégradées, qui sont biologiquement mortes, et donc là on peut peut-être effectivement faire des installations. Donc notre enjeu, c'est vraiment de se dire il faut trouver un schéma de développement et une transition énergétique qui soit effectivement compatible avec les transitions écologiques. Comme ça a été dit, c'est pas parce qu'on développe des énergies renouvelables que forcément c'est vertueux. Donc pour côté photovoltaïque, c'est vraiment le dimensionnement a priori, donc artificialisé, site dégradé. Il y a aussi l'enjeu je pense toujours de la taille des objets, parce qu'on sait que l'une des problématiques dans la biodiversité, de tout l'effondrement de la biodiversité, notamment des espèces invasives, c'est un peu l'uniformisation progressive du territoire qu'on a généré. Alors, il a été généré notamment et principalement par l'agriculture, mais ça a été un facteur d'accélération du développement des espèces invasives. Quand on met en place effectivement une centrale photovoltaïque sur une grande surface, on génère potentiellement un territoire uniformisé. Donc c'est
quelque part, ce n'est pas une contrainte, mais c'est un élément qu'il faut prendre en compte, parce qu'in fine, on sait que si on résout que le problème du climat, mais que les autres problèmes ne sont pas résolus, on aura un problème. On parle de la biodiversité, on aurait pu parler aussi de l'eau. On sait que toute la problématique du cycle de l'eau qu'on a est aujourd'hui pas tant liée, enfin un peu liée, commence à être liée avec les effets du climat, mais principalement due à la destruction de toutes les zones humides, destruction qui a démarré il y a très longtemps, mais qui malheureusement sur plein de projets, des projets d'autoroutes, des projets de centres commerciaux continue. Et donc ça n'est pas que le développement des énergies renouvelables qui permet de répondre à ces enjeux. Merci. Donc, en effet, on a ce sujet de taille, ce sujet d'emplacement, des projets qui vont permettre du coup de diminuer l'impact. Il y a un deuxième sujet aussi, c'est finalement avec qui on travaille quand on réalise ces projets. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent à ces sujets-là. Il y a peut-être côté Enedis et du coup avec vous, Chris Merel, finalement comment Enedis travaille avec ce groupe d'acteurs et est-ce que ça vous titille et ça permet du coup d'aller vers des projets qui sont encore plus vertueux sur ces sujets? Oui, ça nous challenge. Est-ce que ça marche? Ah yes, c'est parti. Oui, ça nous challenge. Alors Enedis, dans les Alpes, il y a beaucoup de territoires qui sont magnifiques en France, mais on a quand même un territoire dans les Alpes qui est extraordinaire et qui, entre autres, a des grands rapaces. Grand-Duc, l'aigle royal, le gypaète. Donc on a des oiseaux qui, pour certains, approchent ou dépassent les 3 mètres d'envergure et qui sont particulièrement exposés à la fois au risque d'électrocution et puis au risque de collision. Donc ça fait déjà quelques années qu'on travaille, entre autres avec la LPO, mais pas que. On travaille avec donc effectivement la LPO, le Conservatoire des espèces naturelles, l'Aster, et puis aussi les parcs régionaux, nationaux, Vanoise, Écrin, la Chartreuse, les Bauges. Et donc, on a une convention multipartie qui nous permet chaque année d'aller sur des actions concrètes. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, il y a une rencontre avec les associations et l'objectif, c'est d'être aussi à leur écoute et de profiter de leur expertise. On a une expertise sur la construction du réseau, ils ont une véritable expertise forcément sur toute la biodiversité, la vie faune, et donc ils nous orientent et chaque année on prend un engagement de travaux de sécurisation qui permettent de protéger mieux les oiseaux sur nos lignes. Je vais prendre un exemple parce qu'il me tient à cœur et que je l'ai vécu concrètement. Si vous prenez l'autoroute en direction de Chambéry, 2-3 km avant la Tour du Pin, vous regarderez, alors sans conduire, mais sur la droite, vous avez une ligne 20 000 volts qui est complètement en parallèle à l'autoroute. On peut pas la rater. Et sur un des poteaux, vous allez voir une espèce de petite hélice qui tourne. Je vois un monsieur qui la connaît. Donc c'est un effaroucheur. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans, il y a un couple de cigognes qui a décidé d'établir son nid ici. Donc très bonne idée. En plus, c'est vrai que l'emplacement est plutôt pas mal. Il y a des étangs à côté, donc il y a de la nourriture. On a travaillé, donc effectivement, il a été vu par des personnes sur l'autoroute qui ont appelé la LPO. La LPO nous contacte et derrière, il y a toute une machine qui se met en marche. Et la première année, en fait, on sécurise juste le couple de cigognes et les oisillons. Donc, on met un système protecteur, en gros, un morceau de plastique sur les câbles électriques pour qu'il n'y ait pas de risque d'électrocution. Donc, on laisse le couple ensuite partir. Et puis, la LPO travaille. Se met d'accord avec un propriétaire à proximité et obtient l'autorisation d'implanter un poteau un peu plus loin. Et donc, sur ce poteau, l'année suivante, on a pris, une fois que les cigognes sont parties, on a pris le nid et on l'a déplacé sur ce poteau-là. Je passais sur l'autoroute, alors bien sûr je ne conduisais pas, et je regardais ça très récemment, et il y a de nouveau des cigognes sur le nid. Donc c'est quelque chose qui marche, alors qui est pratiqué, là je parle des Alpes, c'est pratiqué un petit peu partout en France maintenant, aujourd'hui, parce que ce type de partenariat a été étendu. Et donc c'est un exemple concret d'action. Donc chaque année, on va sécuriser une portion du réseau. Alors là, c'était quelque chose d'un peu exceptionnel. Ça va être de poser des effaroucheurs, de poser des systèmes de signalisation des câbles qui, comme pour un pilote d'hélicoptère, pour un oiseau, le câble il n'est pas forcément visible, d'éviter des collisions. Alors on travaille soit a posteriori, malheureusement, c'est-à-dire quand il y a eu un accident sur le réseau, systématiquement, il est signalé.
il est signalé et donc après on travaille avec les associations. Soit on peut travailler aussi en anticipation sur un couple d'oiseaux qui a migré, un couple de gypaètes qui s'est installé quelque part, sur un couloir de migration qui a dévié. Et donc on fait ce travail-là. Et donc effectivement, c'est vraiment la rencontre des associations d'un côté et puis de l'opérateur. Ils nous font profiter de leur expertise, on sécurise ces barres de réseau et puis on contribue modestement comme ça à la biodiversité. Et donc c'est vraiment l'exemple concret sur notre région. Il y a un autre sujet, j'en profite, mais juste en 2 mots parce qu'il me tient beaucoup à cœur. On travaille aussi maintenant sur une décarbonation de nos chantiers. Alors on n'est pas directement lié avec la biodiversité, sauf que quand on parle de décarbonation de nos chantiers, il y a 2 sujets. Il y a le matériel, la fabrication du matériel, et là c'est un long processus. Et puis il y a l'action sur le terrain. Et là, par contre, on a des actions concrètes. Et par exemple, ça va être le réemploi des terres. Et c'est bête, mais le réemploi des terres, on peut se dire c'est une évidence. Oui, mais on ne le faisait pas jusqu'à maintenant. Parce que jusqu'à maintenant, les terres, on les mettait dans un camion benne, on les jetait dans un stock de terres usagées quelque part, et on allait chercher du sable en carrière. Et une carrière, c'est un petit impact sur la biodiversité. Donc on va continuer d'aller dans des carrières, mais si on peut diminuer de 50, 60, 80% l'usage de ces matériaux apportés, on aura un impact à la fois sur l'environnement au travers de ces matériaux qu'on va chercher, et puis aussi en termes de transport. Donc ça fait partie aussi des actions qu'on met en place. Voilà. Merci. C'est vraiment intéressant de voir jusqu'où on peut tirer le fil en fait à chaque fois. Et en fait, plus on creuse, plus on se rend compte qu'en fait, il y a des effets positifs qui sont intéressants sur la biodiversité, mais du coup, ça traite toutes les autres questions. Vous le mentionniez, Nicolas, il n'y a pas que la biodiversité et la neutralité carbone est un joli élément là-dessus. Peut-être dernière question à Robin Dixon. Moi, là, on a une des solutions du coup, qui a été évoqué pour la protection là, de ces cigognes, mais finalement, vous, par rapport à votre position aussi de multimembre, est-ce que vous pouvez avoir un retour sur l'efficacité de certaines de ces solutions et voilà, comment on peut mesurer ça d'un point de vue, est-ce que vous le faites déjà et comment vous le faites ? Alors, je pense que sur l'efficacité des solutions, Émilie pourra en dire 2 mots parce que pour le coup, elle a l'expérience concrète avec ce qu'ils ont mis en place sur les systèmes de détection notamment. Nous, au niveau de la filière, comment on organise déjà le déploiement de ces solutions et puis la vérification de leur efficacité? C'est déjà dans un premier lieu par les opérateurs eux-mêmes, comme Elmi, comme Boralex, qui mettent en place ces mesures, qui testent, qui investissent, qui innovent et qui permettent parfois, même souvent, de pouvoir avancer et de pouvoir contribuer à concilier davantage la biodiversité et les énergies renouvelables. Au niveau de la filière, ce qu'on peut mettre en place, c'est, moi je le vois au sein de France Renouvelable, on favorise le partage de retours d'expérience. Je suis convaincu que chacun a un petit morceau de la solution, chaque opérateur, et que pour faire avancer la filière, il faut aussi qu'ils puissent se parler entre eux et se dire on a testé cette mesure-là, on a remarqué que ça avait marché dans un certain aspect. Un autre développeur va dire on a mis quasiment la même chose et on a vu ces effets-là. Et en échangeant, la filière progresse. Donc nous, on met des cadres comme ça qui permettent d'avancer. Par exemple, on a des groupes de travail et puis on fait aussi on va mettre en place des séminaires d'expertise qui permettent d'échanger concrètement sur ces cas-là pour se dire qu'est-ce qu'on a testé, pouvoir échanger entre développeurs, entre exploitants, entre bureaux d'études. Donc voilà, si jamais vous êtes développeur, exploitant, bureau d'études, n'hésitez pas à venir m'en parler pour qu'on puisse voir un petit peu comment ça peut se passer. Et puis il y a tout un réseau aussi qui est au-delà de la filière, avec notamment des acteurs institutionnels comme l'ADEME et l'OFB qui mettent en place tout un tas de programmes de recherche sur les impacts, sur la connaissance, sur les solutions.
Et puis il y a les scientifiques, il y a les ONG, il y a RTE, Enedis aussi qui investissent beaucoup. Et puis on en parlait au tout début, il y a cet observatoire ENR et biodiversité qui a été créé par la loi d'accélération pour la production des énergies renouvelables, qui vise à faire un état des lieux des connaissances et puis diffuser l'information au plus grand nombre. Ça, c'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. On l'a travaillé avec l'ADEME, l'OFB et les ministères pour que ça voie le jour. Et parce que c'est extrêmement nécessaire. Aujourd'hui, dernier décompte que j'ai pu faire, on a plus de 35 études scientifiques qui sont actuellement en cours sur les énergies renouvelables et la biodiversité, sur les habitats, sur les sols, sur le bilan carbone des sols, sur la faune, sur la flore, sur absolument tout, sur toutes les énergies renouvelables. Il y a des programmes pilotes sur les nouvelles énergies, comme le solaire flottant. Donc voilà, c'est quelque chose qui se développe très rapidement. Jusqu'à présent, on était à 3, 4, 5 études. Là, on est à 35 cette année. Et c'est un phénomène qui s'accélère très rapidement. Et c'est pas un phénomène qui est que français, c'est un phénomène qui est mondial. J'en veux pour laquelle la France est quand même plutôt bien lotie. J'en veux pour preuve le fait qu'on va organiser l'année prochaine un événement qui s'appelle le CWW's Conference on Wind Energy and Wildlife Impacts, qui est en fait l'événement mondial sur éolien et biodiversité. Et chaque année, on a beaucoup plus de scientifiques qui viennent du monde entier pour dire voilà, on a testé telle solution et on a vérifié que ça marchait au niveau des performances pour biodiversité et des performances pour la production électrique. Donc ça, on va l'accueillir en France l'année prochaine et ça va nous permettre justement à nouveau de faire progresser la filière. Et au final, notre rôle en tant que fédération, nous, justement, c'est de fédérer tous ces acteurs, la LPO notamment, avec qui on travaille beaucoup, France Nature Environnement, WWF, toutes les ONG, Noé également. Et puis, faire en sorte qu'on ait aussi, parce que je vois beaucoup de personnes qui sont jeunes dans la salle, on a besoin de main d'œuvre en fait pour tout ça. Je vois l'équipe environnement d'Émilie qui s'est agrandie en quelques années avec tous ces nouveaux recrutements, et c'est le cas pour tous les développeurs ENR, tous les bureaux d'études qui recrutent massivement parce qu'on a besoin de personnes pour imaginer ces solutions, pour les tester, pour les vérifier, pour faire en sorte qu'on ait des nouveaux profils tournés vers la biodiversité qui intègrent les ENR. Et in fine, quand on voit tout ce qui est mis en place, voilà, aujourd'hui, on peut vraiment dire, comme avait dit Nicolas, que les ENR et la biodiversité, c'est le même combat. On ne fait pas l'un au détriment de l'autre, et ça, c'est extrêmement important. On ne répète pas les erreurs du passé, et on veut se référer à la science pour être certain que les solutions qu'on met en place, elles sont bonnes, elles répondent à des impacts dont on a connaissance, qu'on ne nie pas, mais qu'il faut, voilà, sur lesquels on travaille et de façon assez intensive. C'est une jolie conclusion finalement. Donc vous l'avez compris, envoyez-nous votre CV et puis on essaiera de vous inclure dans un des bureaux d'études ou autres qui sont présents autour de la table. Non, en tout cas, on retient quelques solutions, quelques idées. On voit qu'il y a des gens enthousiastes qui travaillent à ce sujet-là. Donc évidemment, rien n'est parfait, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura donné quelques idées et quelques éléments d'acculturation en plus sur ce sujet. Donc je vous remercie. On n'aura pas eu le temps pour les questions, mais si vous avez quelques minutes, je suppose que les personnes autour de la table peuvent rester aussi. Donc n'hésitez pas à aller alpaguer à la sortie. Voilà, merci à tous les intervenants. Merci à Lorraine également pour votre présence. Merci à tous.